Ce n'est pas le monde qui te met à l'épreuve. C'est toi qui décides chaque jour combien de pouvoir tu donnes aux circonstances. Pendant que d'autres se noient dans des excuses ou cherchent des coupables, tu as une option brutale et simple. Entraîner ton esprit à ne pas céder au désordre, à la pression ou aux commentaires des autres. La philosophie stoïque n'est pas un vieux conte, ni une recette pour feindre la tranquillité, mais une discipline brute. Elle exige d'observer tes réactions, d'affronter la fatigue, de détecter tes propres pièges et malgré tout, de choisir d'agir avec clarté. Personne ne va te donner la force que tu cherches. Tu dois la construire à travers des décisions inconfortables, des limites claires et une honnêteté féroce envers toi-même. L'autocontrôle ne naît pas de la négation, mais de voir tes pensées telles qu'elles sont et de décider lesquelles méritent ton énergie. Chaque matin, dans la première minute de conscience, tu choisis déjà si tu vas être victime de ton dialogue interne ou leader de ton caractère. Si tu te laisses entraîner par le stress et les exigences externes, tu paies le prix avec ta paix et ton temps. Mais si tu entraînes le bon filtre mental, même le chaos devient gérable. Tu n'es pas ce qui t'arrive, tu es ce que tu fais avec cela. La véritable liberté n'arrive pas quand tout est calme, mais quand tu maîtrises ta réponse au milieu du défi. C'est un chemin exigeant mais réel, 8 leçons pratiques, sans fioritures ni promesses vides, pour durcir ton esprit, prendre soin de ton corps et transformer tout revers en matière première pour ta croissance. 1. Maîtrisez votre réaction face au chaos. Le chaos n'est pas le problème c'est vous, ou plutôt la manière faible et automatique dont vous réagissez chaque fois que la vie vous pousse hors de votre zone de confort. La plupart des gens ne veulent pas entendre cela. Ils préfèrent justifier leurs explosions, leur anxiété ou leur attitude défaitiste parce que tout est très difficile, parce que ce n'est pas juste, parce que je n'en peux plus. Mais ces explications ne tiennent pas une seconde sous le regard de la philosophie stoïque. Vous ne contrôlez pas le trafic, les nouvelles, ni les erreurs des autres. Mais il vous revient de maîtriser la seule variable qui compte vraiment. Votre réaction. Chaque fois que vous vous laissez emporter par le chaos extérieur, vous cédez simplement votre pouvoir, comme si vous remettiez les clés de votre esprit à n'importe quel imprévu ou provocation. C'est la vérité que beaucoup de gens ne veulent pas accepter. Personne ne viendra entraîner votre autocontrôle à votre place, ni à ranger le désordre dans votre tête. Si vous continuez à attendre que l'environnement se calme pour aller bien, vous vous condamnez à vivre comme un otage de tout ce que vous ne pouvez pas contrôler. Il faut le dire clairement, la réaction viscérale, celle qui explose ou se rend au premier coup, n'est ni naturelle ni inévitable. C'est de la paresse mentale, c'est un manque de discipline émotionnelle. Le stoïcisme n'est pas un luxe intellectuel, c'est une urgence pratique. Ceux qui vivent à la merci de leurs impulsions sont ceux qui paient le prix le plus élevé. Relations brisées, projets qui n'avancent jamais, santé qui se détériore à cause du stress chronique. Assez de se cacher derrière des phrases comme « c'est comme ça que je suis » ou « je ne peux pas l'éviter ». Oui, vous pouvez l'éviter, mais cela nécessite d'arrêter de chercher des excuses et de commencer à entraîner votre esprit comme vous entraîneriez un muscle faible. Chaque fois que vous choisissez de ne pas réagir immédiatement, mais d'observer, de respirer et de répondre avec clarté, vous brisez un vieux schéma. Et là, vous retrouvez votre pouvoir. Il ne s'agit pas de vous réprimer. Il s'agit de décider qui commande dans votre vie, le chaos extérieur ou votre caractère. La prochaine fois que vous ressentirez cette urgence de crier, de vous défendre, de vous rendre ou de blâmer les autres, réalisez que cette réaction n'est pas une obligation. C'est une leçon. C'est le rappel que votre véritable force se mesure juste dans ces secondes inconfortables où vous pourriez perdre le contrôle, et pourtant vous choisissez de rester ferme. Les stoïciens ne nient pas les émotions ni ne font semblant que tout va bien. Ils les reconnaissent, mais ne se laissent pas kidnapper par elles. Ce qui vous affaiblit, ce n'est pas le chaos, mais votre incapacité à rester lucide quand tout brûle autour de vous.
L'autocontrôle, bien que difficile, vaut toujours plus que la gratification instantanée de lâcher tout ce qui vous passe par la tête. Tenir bon n'est pas une faiblesse, c'est de la discipline. La sérénité ne se donne jamais, elle s'entraîne, elle se conquiert à force d'efforts et de répétitions. Ne vous trompez pas, tant que vous continuerez à blâmer les circonstances et les autres pour vos explosions, vous resterez tout aussi vulnérable. Le monde ne va pas s'adapter à votre état émotionnel. Si vous ne maîtrisez pas votre réaction, vous devenez une marionnette de l'environnement. Mais quand vous choisissez de répondre avec calme et détermination, même si le monde s'effondre, vous restez debout. Vous n'êtes pas victime du chaos, vous êtes responsable de votre réponse. Chaque réaction est un investissement dans votre caractère, ou une dette émotionnelle que vous devrez ensuite rembourser. Maîtrisez votre réaction, et le chaos cesse d'avoir du pouvoir sur vous. 2. Choisis tes pensées au réveil. Le réveil sonne, et avant même que tu décides de bouger, une avalanche de pensées s'infiltre déjà dans ton esprit. Sans t'en rendre compte, tu ouvres les yeux et la première chose que tu fais est de vérifier ton téléphone. Message, notification, une mauvaise nouvelle. Ton corps n'a même pas quitté le lit, mais ton esprit porte déjà le poids de l'anxiété, de la comparaison et de l'urgence de répondre à tout. Peu importe que tu aies dormi 8 heures ou 3, si tu ne choisis pas quelle pensée tu laisses entrer dans les premières minutes, tu te réveilles avec une dette émotionnelle qui conditionne toute ta journée. C'est justement là, dans cet instant presque invisible, que ton caractère commence à se décider. Car ce que tu acceptes comme pensée au réveil finit par marquer le filtre à travers lequel tu interprètes chaque situation, chaque visage, chaque mot que tu entends ensuite. Le mécanisme est simple mais dévastateur. Si tu te lèves et laisses ton esprit recycler l'inquiétude d'hier, ou la critique que tu as entendue, ou la sensation de ne pas atteindre ce que tu devrais, tu as déjà remis le gouvernail. La journée commence, et sans t'en rendre compte, tu interagis déjà depuis la fatigue, la plainte ou la résignation. Ce premier dialogue interne est souvent brutalement automatique. Le temps ne va pas suffire. Encore la même chose. Sûrement quelque chose va mal tourner. L'esprit, sans entraînement, s'accroche au vieux schéma parce que c'est confortable, connu. Il ne s'agit pas de magie ni de positivisme superficiel. Il s'agit de comprendre qu'au réveil, tu as une opportunité minimale mais réelle de choisir le ton émotionnel avec lequel tu vas répondre au monde. Le stoïcisme, loin de te demander d'ignorer la fatigue ou la difficulté, exige que tu prennes le contrôle de tes pensées avant qu'elles ne te contrôlent. C'est ici que le véritable conflit apparaît. Beaucoup s'attendent à se sentir motivés de manière spontanée, comme si l'enthousiasme devait venir en premier pour ensuite agir. Mais la réalité est autre. La qualité de ta journée ne dépend pas des conditions externes, même pas de la façon dont tu as dormi, mais de la discipline consciente d'installer des pensées utiles à peine tu ouvres les yeux. Tu peux laisser le pilote automatique te mener directement à l'autocompassion ou à la plainte, où tu peux expérimenter l'effort inconfortable de choisir une idée qui te sert. Il ne s'agit pas de répéter des phrases vides, mais de te demander quelle décision tu vas prendre concernant ce que tu penses de toi, de ta journée et de tes défis. Personne d'autre ne peut faire ce travail à ta place. C'est une décision qui nécessite lucidité et un minimum de courage mental. Parce que c'est difficile, parce que c'est plus facile de se laisser porter par le flux de ce que tu connais déjà, même si cela t'épuise. Il y a une vérité simple que beaucoup préfèrent ignorer. La première pensée de la journée est une graine. Si tu plantes de la résignation, tu récoltes de la résignation. Si tu choisis le courage, même s'il est petit, tu es déjà en train d'entraîner le muscle qui te soutiendra lorsque la journée se compliquera. Ce n'est pas un miracle, c'est un exercice. Le stoïque ne nie pas la réalité, mais ne s'y rend pas non plus avant de l'avoir affrontée. Il choisit son attitude, même lorsque le corps pèse et que l'esprit doute. La liberté commence dans l'esprit et se pratique au réveil. Peu importe ce qui vient après. Ce que tu décides de penser dans ces premières minutes ne résout pas tous tes problèmes, mais définit d'où tu vas les affronter. Choisis
avec courage. Personne ne peut contrôler ce qu'il pense pendant son sommeil, mais il peut contrôler avec quelle pensée il commence la journée. C'est cela le leadership intérieur. 3. Remets en question et transforme ton dialogue intérieur. Je vais être direct. La plupart du temps, je ne me suis pas rendu compte de combien de déchets mentaux j'ai laissé passer sans filtre. Je ne parle pas de grandes tragédies, mais de ce murmure permanent dans la tête qui ne s'arrête jamais et qui, si l'on ne le remet pas en question, finit par dicter l'humeur, l'énergie et même la perception de ce qui est possible. C'est inconfortable de l'admettre, mais souvent, le pire saboteur n'a pas été l'environnement ni les circonstances, mais la collection de phrases automatiques et de jugements internes que j'ai acceptés comme des vérités indiscutables. Ce dialogue intérieur, qui semble simplement narrer la vie, fonctionne en réalité comme un éditeur impitoyable. Il sélectionne le négatif, exagère les risques, minimise les réussites et transforme chaque erreur en un motif de honte ou d'abandon. Le problème est que, si tu laisses ce mécanisme fonctionner en automatique, tu finis par vivre sous une sorte d'hypnose émotionnelle. Ce que tu ne remets pas en question te contrôle. La racine de ce piège n'est pas seulement émotionnelle, elle est aussi logique. Depuis notre enfance, nous apprenons à interpréter les faits à travers des filtres hérités, ce que les autres ont dit, ce qui a fonctionné un jour pour nous protéger, ce que la culture récompense ou punit. Ces filtres demeurent même lorsqu'ils ne servent plus. Le résultat, face à tout contretemps, l'esprit active le même scénario. Je ne peux pas. C'est trop, je vais sûrement échouer, je ne vaux pas assez. Personne ne t'oblige à penser ainsi, mais l'habitude fait que ces phrases sonnent familières, même réconfortantes, bien qu'elles soient destructrices. L'esprit non entraîné préfère le connu à l'utile, car le nouveau exige effort et vulnérabilité. C'est pourquoi le premier pas est toujours d'observer avec une brutalité honnête comment tu te parles, quel ton tu utilises, quels mots tu répètes quand personne ne t'écoute. Il n'y a pas de force sans cette auto-vigilance. Si tu n'identifies pas le circuit mental qui te fragilise, il sera impossible de le démonter. Voici une décision stratégique. Remettre activement en question chaque pensée qui se présente comme vérité. Je ne parle pas de répéter des phrases motivationnelles vides, mais d'appliquer le rigorisme d'un philosophe et la discipline d'un athlète. Te demander: cette pensée m'aide-t-elle ou m'enfonce-t-elle? Décrit-elle la réalité ou ne fait-elle que perpétuer une vieille version de moi-même? Le stoïcisme ne cherche pas à ce que tu ignores la douleur ni à te convaincre que tout va bien. Il exige que tu distingues entre les faits et les jugements, entre ce qui se passe et ce que tu interprètes. Lorsque tu parviens à séparer ces deux couches, tu retrouves la possibilité de choisir. C'est ça, le vrai pouvoir. Le pouvoir sur ton interprétation, pas sur le monde. Il y a des pensées qui pèsent comme une dette silencieuse. D'autres fonctionnent comme des moteurs d'action et de clarté. La question n'est pas de savoir si tu peux les changer, mais si tu es prêt à investir l'effort quotidien pour le faire. Transformer le dialogue intérieur est un entraînement, pas un acte de volonté momentanée. Chaque fois que tu arrêtes le pilote automatique et choisis de te répondre avec objectivité, sans pitié mais sans cruauté, tu affaiblis l'ancien circuit et renforces un nouveau. Personne ne va mettre des mots de courage dans ta tête à ta place. Rends-le inconfortable, fais-le tous les jours. Tu n'as pas besoin de croire au miracle pour avancer. Tu as besoin de discipline pour ne pas laisser ton esprit devenir une poubelle de croyances étrangères ou périmées. Change le filtre. Change ta vie. La force mentale n'est pas seulement de supporter la douleur, c'est apprendre à te parler comme quelqu'un qui veut vraiment te voir grandir. Chaque pensée est un investissement dans ton destin ou un piège qui t'enferme au même endroit. Tu n'es pas ce que tu penses, tu es ce que tu décides de faire avec ce que tu penses. 4. Avancer avec des actions petites et constantes. Il y a une image que peu de gens associent à la véritable force. Un bloc de marbre, immense, froid, apparemment immuable. Mais si vous regardez attentivement,
vous remarquerez la trace de centaines de petits coups, des marques presque invisibles qui peu à peu le dépouillent de ce qui est superflu. Un sculpteur ne vainc pas le marbre en un seul instant d'inspiration, ni avec un unique coup de marteau. Il le transforme avec une séquence patiente d'actions minuscules, chacune si simple et répétitive qu'elle semblerait inutile si on la considère isolément. C'est ainsi que fonctionne le véritable changement. C'est ainsi que se forge le caractère, non pas par de grands gestes, mais par de petites décisions soutenues quand personne ne regarde, quand il n'y a plus d'entrain ni de récompense immédiate. Avancer avec des actions petites et constantes est la chose la plus anticlimatique qui soit, mais aussi la plus efficace. Le progrès véritable ne fait pas de bruit, ne s'annonce pas avec des applaudissements et ne semble pas glorieux sur le moment. Cela se produit lorsque vous choisissez de vous lever 5 minutes plus tôt, lorsque vous fermez la bouche au lieu de lancer une critique automatique, lorsque vous sortez vous promener même si la paresse pèse sur vous comme une pierre. La plupart des gens sous-estiment le pouvoir de ce qui est petit parce qu'ils attendent des changements spectaculaires, des sauts quantiques, des résultats qui justifient l'effort instantanément. Mais la réalité est brutale. Si vous n'êtes pas capable de soutenir une action simple aujourd'hui, vous ne résisterez pas non plus lorsque la vie exigera un effort plus grand. Le muscle de la discipline ne se renforce pas lors des jours parfaits. Il se construit dans la pratique presque ridicule de respecter des micro-habitudes lorsque personne ne vous observe. Un message texte auquel vous décidez de ne pas répondre avec colère. Un repas que vous choisissez de préparer vous-même au lieu de céder à la commodité. Une pensée négative que vous détectez est remplacée par une pensée utile, même si ce n'est que pour une minute. Ces gestes sont microscopiques, mais le caractère se façonne dans cette forge invisible. Personne ne devient stoïque parce qu'un jour il a décidé de le faire avec force, mais parce qu'il a appris à ne pas rompre la chaîne d'actions petites, même lorsque la motivation s'est épuisée. Il y a un piège mental qui sabote presque tout le monde. Le mépris pour ce qui semble insignifiant. L'ego exige des résultats grands, des changements dramatiques, des histoires à raconter. Mais l'autocontrôle, la sérénité et la force ne croissent pas au rythme de l'ego. Elles grandissent sous le poids silencieux de la constance. L'habitude d'avancer même d'1 centimètre chaque jour est le mécanisme le plus sous-estimé de la résilience. Si aujourd'hui, vous ne pouvez faire qu'une seule chose utile, faites-la. Si la seule chose que vous parvenez à faire est de ne pas aggraver la situation, c'est déjà un progrès. L'esprit entraîné à l'action petite ne se laisse pas écraser par la taille du défi. Il apprend à le fragmenter, à l'aborder par parties, à ne pas abandonner simplement parce que l'objectif semble lointain. Ce qui compte, ce n'est pas la dimension du pas, mais que le pas existe. Le stoïcisme n'est pas de tenir bon pour tenir bon. C'est comprendre que la véritable liberté ne réside pas dans les grands triomphes, mais dans le choix du prochain mouvement, même si l'entrain est minimal et l'environnement hostile. Il y a des jours où tout est difficile, où vous ne reconnaissez même pas un progrès clair, mais vous ajoutez un autre coup au marbre et, sans vous en rendre compte, vous changez de forme intérieurement. Avancez, même si c'est lent. Personne ne se souvient d'un jour précis où tout a changé, mais avec le temps, on reconnaît que la somme d'actions petites a fini par définir son destin. La constance est le véritable courage. La grandeur se construit dans l'invisible. Faites le minimum, mais faites-le toujours. C'est la différence entre rêver et transformer. 5. Ne te laisse pas définir par les opinions des autres. Rien ne pèse autant que de vivre à la merci de l'opinion d'autrui. Chaque fois que tu ajustes ton comportement, tes mots ou même tes rêves pour t'adapter au moule des autres, tu te arraches un morceau d'authenticité. Ne te trompe pas, c'est une forme d'esclavage volontaire. La plupart préfèrent se trahir elles-mêmes plutôt que de supporter une critique ou un regard de désapprobation. À quoi bon vouloir la liberté si tu l'utilises seulement pour chercher l'approbation? Le respect véritable ne se mendie ni ne se négocie. Il se construit lorsque tu cesses de demander la permission d'être qui tu es.
La plus grande lâcheté est de se déguiser chaque jour pour ne déranger personne. La force commence là où le théâtre s'arrête. Il n'y a pas de croissance si chaque décision passe d'abord par le filtre du « qu'en dira-t-on ». Attendre une validation externe est la recette parfaite pour la frustration chronique. Le monde va donner son avis, va projeter ses propres insécurités sur toi, va te donner des conseils déguisés en inquiétude qui sont en réalité des limites déguisées en affection. Si tu te définis par cela, tu deviens un reflet flou des attentes des autres. Et le pire, c'est que personne ne te rendra le temps que tu as perdu à vivre la vie d'un autre. Le stoïcisme n'est pas une indifférence froide, c'est la lucidité pour comprendre que l'opinion des autres appartient à leur territoire, pas au tien. Chaque fois que tu te traînes pour être accepté, tu augmentes une dette invisible envers ta propre valeur. Si tu laisses n'importe qui avoir du pouvoir sur ton estime de soi, tu te condamnes à un déséquilibre permanent. Tu n'es pas la somme des applaudissements ni la victime des jugements. Tu es le résultat des choix que tu soutiens quand personne ne t'applaudit. Le piège est au fond. Beaucoup justifient leur insécurité en disant qu'ils ne veulent pas être arrogants, qu'il faut écouter les autres, que le monde est social et que nous ne pouvons pas nous isoler. Personne ne te demande d'ignorer les retours utiles ou de devenir un mur d'arrogance. Mais une chose est d'apprendre et une autre est de se soumettre. La peur de décevoir est une excuse élégante pour ne pas assumer le coût d'être authentique. La faiblesse n'est pas d'échouer, mais de ne pas oser vivre selon ton propre critère. Si chaque commentaire te déstabilise, si chaque critique te paralyse, alors tu n'as pas compris l'essentiel. Ta valeur ne dépend pas de leur approbation, mais de ta cohérence interne. La liberté intérieure ne s'achète pas. Elle se conquiert à force de supporter le poids du rejet sans céder sur ce que tu sais être juste. Le véritable autocontrôle implique de décider qui a la permission d'influencer ton esprit. Si tu permets aux attentes externes de dicter tes limites, tu resteras piégé dans une cage invisible. La plupart vivent en attente d'applaudissements, mais finissent épuisés par l'anxiété de ne pas appartenir. Je te répète une phrase pour te le rappeler. Tu n'es pas responsable des fantasmes ni des peurs des autres. Personne d'autre ne va se battre pour ton intégrité. C'est un travail qui t'incombe exclusivement. Si un jour tu as douté de ta valeur parce qu'un autre ne l'a pas reconnue, il est temps de briser ce mécanisme. Le caractère se forge lorsque tu choisis de décevoir les autres plutôt que de te trahir toi-même. La sérénité arrive lorsque tu cesses de demander la permission d'être qui tu es. La vie est trop courte pour laisser les opinions des autres te définir. Entraîne ton esprit à écouter sans supplier et à avancer même si tu es jugé. Ne cherche pas à appartenir là où tu dois cesser d'être toi. C'est une trahison, pas une adaptation. 6. Renforce ton corps et ton esprit ensemble. Le confort affaiblit à la fois l'esprit et le corps. C'est la vérité que presque personne ne veut accepter. Si ton corps vit en mode économie, ton esprit fera de même. Nous voulons de la clarté, de l'énergie et de la force émotionnelle. Mais nous passons notre journée assis, respirant superficiellement, engloutissant n'importe quoi et attendant des miracles de motivation. La compassion moderne dissimule la négligence physique avec de belles phrases sur s'accepter, mais la réalité est qu'un corps faible devient un fardeau émotionnel. Lorsque tu ne t'entraînes pas, tu ne perds pas seulement ta santé, tu perds aussi ton estime de soi. L'autocontrôle ne naît pas de la théorie, il se forge dans l'inconfort physique. Les stoïciens le savaient, ils renforçaient l'esprit en affrontant la fatigue, le froid, la faim, l'effort inconfortable. Non pas par masochisme, mais parce qu'ils comprenaient que la volonté s'entraîne comme un muscle et que l'esprit seul ne résiste pas si le corps se rend à la moindre pression. Je l'ai vu dans ma propre vie. Les jours où le corps est abandonné, l'esprit devient plus vulnérable à l'anxiété, à la paresse et à l'autocritique. Il est difficile d'admettre que la fatigue mentale n'est souvent pas un mystère psychologique, mais le résultat direct de l'inertie corporelle. Le corps et l'esprit ne sont pas des compartiments étanches, ils forment une seule machinerie.
Si l'esprit est saturé de stress, mais que le corps ne libère jamais cette tension, le résultat est un état d'accablement chronique qui ne se résout pas avec des pensées positives. L'énergie mentale a besoin de racines physiques. Un corps entraîné résiste mieux au stress, métabolise la frustration et supporte le poids de la discipline. Il ne s'agit pas de rechercher la perfection physique, mais d'éliminer la contradiction entre ce que tu penses et ce que tu fais avec ton corps. Tu ne peux pas demander à ton esprit clarté et courage si ton corps s'habitue chaque jour au minimum d'efforts. La discipline commence par le mouvement. Peu importe si tu fais du sport, si tu marches simplement ou si tu te fixes une routine minimale. L'essentiel est de sortir de la léthargie et de permettre au corps de se rappeler qu'il est fait pour supporter, pour pousser, pour résister. L'esprit se renforce lorsque tu franchis ce seuil où le corps veut abandonner et que tu décides de continuer un peu plus. C'est dans cet espace que la compassion trompeuse se brise et que la véritable volonté se révèle. C'est dans l'effort physique que se manifestent les mêmes mécanismes mentaux qui te sabotent dans la vie quotidienne. Le désir de s'arrêter, l'excuse facile, la plainte, l'idée que cela ne vaut pas la peine. Si tu t'entraînes à ne pas céder à ces voix pendant l'exercice, tu commences à transférer ce même schéma de résistance au reste de ta vie. L'esprit qui apprend à soutenir l'effort physique le réplique ensuite dans chaque discussion difficile, dans chaque moment de doute, dans chaque tentation d'abandonner un projet. Il ne s'agit pas de devenir un athlète ni de rechercher une reconnaissance externe. Il s'agit de comprendre que chaque petit acte de discipline corporelle est un message à ton esprit. Je suis capable de supporter plus que je ne le crois. Je ne me rends pas face à l'inconfort. Ce message, répété chaque jour, commence à briser les vieilles habitudes de fuite et de résignation. La connexion est directe. Si tu renforces ton corps, l'esprit se sent capable. Si tu abandonnes le corps, l'esprit devient fragile. Il n'existe pas de véritable force mentale dans un corps constamment négligé. Tu peux te tromper un temps, mais tôt ou tard, cette fracture se fera sentir. L'esprit et le corps s'entraînent ensemble ou s'affaiblissent ensemble. Prends soin de ta force physique comme un acte de respect intérieur. Ton corps est le premier territoire où tu démontres si tes idéaux valent quelque chose ou ne sont que des mots. Ne cherche pas la motivation, cherche la discipline. Le corps et l'esprit, alignés, sont la seule base solide pour résister à toute difficulté. Ici, il n'y a pas de raccourci. La volonté se construit à chaque répétition inconfortable, à chaque décision de bouger quand tu n'en as pas envie. Le caractère n'est pas seulement une idée, c'est une pratique quotidienne. Entraîne les deux ou prépare-toi à payer le prix de l'abandon. 7. Change ta perspective, réduis tes préoccupations. Tu es assis dans la salle d'attente d'un bureau public. L'air est lourd, l'horloge avance lentement et tu peux déjà sentir le picotement de l'impatience monter dans ton estomac. Tu regardes ton téléphone toutes les 2 minutes, tu vois d'autres se plaindre à voix basse et ton esprit commence à fabriquer des scénarios. Le temps perdu, l'injustice d'avoir à attendre, le soupçon que personne ne respecte ton temps. Là, dans ce scénario minimal et quotidien, apparaît la réaction automatique, frustration, anxiété, envie de lancer un reproche ou de fuir. Mais si tu t'arrêtes une seconde, si tu observes le mécanisme mental en marche, tu te rends compte de ce qui se passe réellement. Ce n'est pas l'attente qui te consume, mais l'interprétation que tu fais de la situation. C'est ici que le pouvoir de la perspective entre en jeu. Changer ce que tu penses de ce qui se passe n'est pas de la résignation, c'est une stratégie. Lorsque tu analyses froidement ce qui te préoccupe, tu découvres presque toujours que la racine du malaise n'est pas le fait en soi, mais le sens que tu lui donnes. L'esprit ne tolère pas l'incertitude, alors il remplit les vides avec des suppositions négatives, des pressions imaginaires et des exigences irréalistes. Le problème est que tu révises rarement ces récits internes, tu les acceptes comme des vérités, et le résultat est une accumulation de préoccupations qui n'existent que dans ta tête. Le stoïcisme enseigne à démonter ce piège, distinguer entre les faits et tes jugements, entre ce qui se passe et ce que tu inventes.
Si quelqu'un met du temps à te servir, ce n'est pas une attaque personnelle, ce n'est pas une épreuve de ta valeur, ni un événement catastrophique, c'est juste un fait neutre. La différence entre souffrir et rester calme réside dans le filtre que tu utilises pour regarder. L'erreur la plus courante est d'imaginer que, si tout se passait comme tu le souhaites, alors tes préoccupations disparaîtraient. Mais la vie ne s'adapte jamais à tes attentes. La clé est d'ajuster ta perspective, pas le monde. Chaque fois que tu t'obsèdes sur ce que tu ne peux pas contrôler, tu remets ton pouvoir en jeu et tu augmentes le sentiment d'impuissance. C'est un mécanisme cumulatif. Plus tu dramatises ce qui se passe, plus tu fabriques de la vulnérabilité. C'est pourquoi la stratégie stoïque est simple mais exigeante. Simplifie l'interprétation, réduis la charge mentale, demande-toi de manière brutalement honnête si ce qui te préoccupe dépend de toi ou si ce n'est que du bruit inutile. Une préoccupation constante est une dette émotionnelle auto-imposée. Si tu ne la révises pas, tu finis par payer le prix en santé, énergie et relations. Il ne s'agit pas de nier le malaise, ni de faire semblant que rien n'a d'importance, mais de choisir une lecture utile. Tu peux voir l'attente comme une torture ou comme un entraînement à la patience. Tu peux interpréter une critique comme une attaque ou comme une opportunité de renforcer ton caractère. La souffrance inutile surgit lorsque tu restes coincé dans le pire angle possible, répétant mentalement la version la plus sombre du problème. Change l'angle. Change le poids. Une seule question peut faire la différence. Est-ce que cela aura de l'importance dans une semaine, dans un an, dans toute ta vie? La plupart des préoccupations se dissolvent lorsque tu les affrontes avec perspective et froideur. Il est facile de porter des poids imaginaires et de transformer chaque inconvénient en un drame personnel. Mais la force ne consiste pas à tout endurer, mais à apprendre à lâcher prise sur ce qui ne mérite pas ton énergie. Si tu entraînes ton esprit à interpréter les faits depuis un lieu d'objectivité et de but, tu réduis la charge émotionnelle et récupères un pouvoir réel sur ta vie. La paix n'est pas une coïncidence, c'est une décision quotidienne de réinterpréter. Choisis le poids que tu portes. Changer ta perspective est le premier pas pour réduire les préoccupations et libérer ton énergie pour ce qui compte vraiment. 8. Apprends à dire non sans culpabilité. Je vais être brutalement honnête. Il m'a fallu des années pour reconnaître l'épuisement invisible que provoque le fait de dire oui, alors qu'en réalité, tout mon corps, ma respiration et même le ton de ma voix veulent crier un non clair et direct. C'est un geste petit, presque imperceptible, qui se répète au bureau lorsque j'accepte des tâches supplémentaires qui ne me concernent pas, en famille lorsque j'assume des engagements épuisants, ou dans des conversations où je hoche la tête par courtoisie alors qu'à l'intérieur, je sens que je me trahis. Je sens ma mâchoire se tendre, mes épaules se raidir, mon regard perdre de sa force. Il y a un léger tremblement dans mes mains. Une gêne dans ma poitrine, comme si chaque concession était une dette qui se multiplie et qui, tôt ou tard, finit par vider mon énergie et mon estime de soi. Le plus grave, c'est que ce mécanisme s'installe de manière si automatique, si normalisée, que je ne le remets même pas en question. Dire oui, par peur de décevoir, est une fuite de pouvoir. La véritable fracture ne se produit pas à l'extérieur, mais à cet instant où j'abandonne mon jugement juste pour éviter un moment désagréable ou une réaction inconfortable des autres. Je vois les conséquences chaque jour, et elles sont plus physiques qu'il n'y paraît. La fatigue accumulée n'est pas seulement une question d'agenda saturé, mais de la tension constante de porter les attentes des autres. Le corps se rétracte, le dos se courbe, la voix s'éteint un peu plus chaque fois que je cède par habitude et non par choix. Dans les yeux de ceux qui s'habituent à plaire, il y a un mélange de résignation et de colère contenue, une sorte d'éclat terne qui révèle que quelque chose se perd, quelque chose que personne d'autre ne va rendre. Dire non est inconfortable, je le sais, car cela brise la chaîne d'approbation, mais c'est le seul moyen de récupérer le poids de tes propres décisions. Il ne s'agit pas de devenir insensible, ni de vivre sur la défensive. Il s'agit de ne plus permettre que l'agenda émotionnel des autres devienne le tien.
L'entraînement stoïque ici est simple en théorie et brutal en pratique. Résister à l'urgence de plaire, soutenir le silence inconfortable après avoir refusé et tolérer la pression sociale sans céder du terrain. Je le vois dans des détails minimes. La pause avant de répondre, le contact visuel qui n'est pas esquivé, la respiration profonde pendant que l'autre attend une justification que tu ne vas pas donner. Le geste de refuser, sans explications inutiles, est un message direct à l'esprit. Ma limite est légitime, mon temps et mon énergie ont de la valeur. Le respect de soi commence par un refus ferme, pas par une explication interminable. Dire non sans culpabilité, c'est entraîner le muscle de l'authenticité, et chaque fois que tu le fais, l'esprit enregistre qu'il est possible de te prioriser sans que le monde ne s'effondre. La culpabilité n'est qu'un résidu de vieilles habitudes, un mécanisme mental qui te pousse à maintenir l'image d'une personne bonne ou utile. Mais ce masque pèse plus que n'importe quelle critique. Apprendre à dire non est arrêter d'hypothéquer ton bien-être pour une minute de tranquillité superficielle. Ça fait mal au début, oui. L'inconfort est inévitable, la peur d'être rejeté se ressent dans l'estomac. Mais le prix à payer pour continuer à se taire est bien plus élevé. Se perdre soi-même. Le non est un acte de respect de soi. Cette phrase doit rester gravée. Tu n'es pas une pire personne pour poser des limites. Tu es plus cohérent, plus réel, plus fort. Le leadership intérieur ne consiste pas à contrôler les autres, mais à ne pas t'abandonner pour les plaire. La prochaine fois que tu ressentiras cette pression interne de céder par habitude, observe le geste, identifie le poids et permets-toi de soutenir le non, même si ta voix tremble. Dire non n'est pas fermer des portes, c'est ouvrir de l'espace pour ce qui compte vraiment. Entraîne ce muscle. Si tu ne mets pas de limite, tu deviens une ressource de plus pour les autres et une dette constante pour toi-même. Choisis ton non comme un acte de liberté. Personne ne respectera tes limites si tu les franchis toi-même à chaque instant. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez-vous, continuez à cultiver votre esprit stoïque. La grossièreté ne prévient pas et ne demande pas la permission. Elle apparaît dans la file du supermarché, lors d'une réunion de travail ou derrière un écran. Personne n'est à l'abri du poison d'un mot malveillant ou d'un geste méprisant. L'instinct crie de mordre ou de fuir, mais dans les deux cas, le véritable coup, c'est toi qui le paies. Tu perds le contrôle, tu perds ta dignité, tu restes avec l'amère sensation de t'être abaissé ou d'avoir avalé ce que tu ne devais pas. Il ne s'agit pas d'être de pierre, ni d'encaisser tout, il s'agit d'apprendre l'art, oui, l'art, de ne pas offrir ta paix à ceux qui ne la méritent pas. Les stoïciens le savaient. Maîtriser sa réaction est plus précieux que de gagner la discussion. Marc Aurèle, Épictète et Sénèque ne parlaient pas depuis le confort, mais depuis l'expérience d'affronter le manque de respect sans se perdre soi-même. Il y a de la force dans le contrôle, pas dans le désordre. L'autocontrôle est ton bouclier et ton épée. Les personnes grossières jouent avec l'espoir de te tirer une réaction, de t'entraîner à leur niveau, mais tu peux changer les règles du jeu si tu décides de ne pas leur accorder ce pouvoir. Il ne s'agit pas de résignation ni de lâcheté, il s'agit de choisir intelligemment comment et quand répondre et surtout de protéger ta dignité comme s'il s'agissait d'un trésor difficile à obtenir. Le calme n'est pas une soumission. C'est de la discipline à l'état pur. Avec cette méthode claire et concrète, tu vas apprendre à répondre à la grossièreté sans perdre le respect de soi. Ta paix n'est pas une monnaie d'échange. 1. Contrôlez votre réaction avant de répondre. Dans la file du supermarché, un inconnu vous pousse avec son caddie et vous lance un commentaire désobligeant sans vous regarder dans les yeux. L'impulsion immédiate dans votre tête est de lui rendre l'appareil.
de lui faire ressentir l'inconfort qu'il vous a causé, ou peut-être d'avaler votre colère et de faire comme si de rien n'était. C'est dans cette fraction de seconde, avant de prononcer le moindre mot, que commence la véritable bataille pour le contrôle. Ce que vous faites à cet instant a beaucoup plus de poids que n'importe quelle réplique brillante que vous pourriez donner par la suite. La réaction est un mécanisme automatique, façonné par des années d'habitude et de conditionnement. Elle ne vous demande pas si vous voulez l'activer, elle le fait simplement. Mais ici surgit l'opportunité de briser ce cycle. Vous arrêtez, ne serait-ce qu'une seconde, avant de répondre. Lorsque quelqu'un est impoli avec vous, le plus facile est de laisser le corps et l'esprit fonctionner en pilote automatique. Le cœur s'accélère, les muscles se tendent, l'ego exige une justice immédiate. Le cerveau, sous la pression du moment, fabrique des justifications pour rendre le coup ou se retirer blessé. Cependant, ce que beaucoup ne perçoivent pas, c'est que cette réaction, loin de résoudre le problème, ne fait que perpétuer le cycle d'hostilité et affaiblir votre propre maîtrise intérieure. C'est ici que le stoïcisme apporte un outil essentiel, la pause consciente. Ce n'est pas seulement garder le silence, mais interrompre le flux habituel des impulsions, comme si vous mettiez un filtre entre le stimulus et votre réponse. Littéralement, vous vous offrez une brève fenêtre pour observer ce qui se passe en vous et décider comment vous voulez agir, au lieu d'être entraîné par le réflexe automatique. Cette pause n'est pas un signe de faiblesse, ni une tentative d'ignorer le manque de respect, mais un investissement conscient dans votre propre stabilité émotionnelle. C'est le premier pas stratégique pour ne pas céder le contrôle de vos émotions à celui qui le mérite le moins. Lorsque vous faites une pause, vous désactivez le piège mental qui vous pousse à agir sans réfléchir, et vous évitez que l'impolitesse d'autrui dicte les termes de votre conduite. Il ne s'agit pas de réprimer ce que vous ressentez, mais de le reconnaître et de ne pas laisser cela vous gouverner. C'est comme entraîner un muscle qui, au début, semble inutile, mais qui, à chaque répétition, vous donne plus de force et de capacité de décision. Répondre sans d'abord contrôler la réaction, c'est comme signer un contrat émotionnel en blanc. Vous vous engagez à des conséquences que vous n'avez même pas évaluées. C'est pourquoi le premier pas pour faire face à l'impolitesse avec dignité n'est pas de chercher une réponse brillante, mais de vous donner la permission de respirer, de vous observer et de reporter la réaction. Dans cette seconde gagnée, vous reprenez autorité sur vous-même. Un esprit qui se donne une pause se donne du pouvoir. Si vous voulez protéger votre respect de soi, commencez par ne pas le céder aux premières impulsions. Vous n'êtes pas responsable de l'impolitesse d'autrui, mais vous l'êtes de la manière dont vous décidez de répondre. Celui qui maîtrise sa réaction maîtrise le résultat. 2. Utilise le silence comme un outil ferme. Le silence n'est pas une faiblesse, c'est une arme qui dérange ceux qui cherchent ta réaction. Peu de choses génèrent autant d'anxiété chez une personne impolie que de se retrouver face à quelqu'un qui refuse de lui offrir la satisfaction d'une réponse immédiate. L'instinct te crie de parler, de rendre le coup, de te défendre. Mais au fond, cette urgence de répondre n'est que de la peur. Peur de paraître impuissant, peur que les autres te prennent pour quelqu'un sans caractère, peur de porter l'injustice. Apprendre à utiliser le silence, c'est affronter cette peur à la racine. C'est réaliser que la véritable fermeté réside dans la capacité à supporter l'inconfort intérieur, sans céder à la pression extérieure. Je ne parle pas de se taire par impuissance, ni d'avaler tout jusqu'à en tomber malade. Je parle de te maintenir sur ton axe, de regarder en toi ce besoin automatique de te justifier ou d'attaquer, et de décider que tu ne vas pas bouger simplement parce que quelqu'un l'exige. Beaucoup confondent le silence avec la soumission, mais ce n'est pas la même chose. Celui qui se tait par peur abandonne. Celui qui se tait par choix se renforce. Le silence ferme est une déclaration silencieuse. Tu n'as pas la permission de me tirer sur ton terrain. En psychologie, cette pause dans la réponse est perçue comme une autodéfense active. Ce n'est pas de la passivité, c'est de l'autocontrôle.
Un silence bien utilisé est inconfortable pour l'autre, car il oblige la personne impolie à confronter son propre acte sans que tu lui donnes l'excuse facile d'une dispute. Lorsque tu choisis de ne pas répondre immédiatement, tu laisses l'inconfort peser sur ses épaules, pas sur les tiennes. C'est un moment où l'impulsion de répondre lutte contre ta décision de préserver ton respect de soi. Personne ne peut te ravir la dignité que tu choisis de préserver, même si la tension te brûle de l'intérieur. L'esprit a l'habitude de remplir le silence d'hypothèses. Si je ne dis rien, je vais perdre. Ils vont croire que j'ai été humilié. Je dois prouver que je ne suis pas faible. Ce bruit mental n'est que le reflet de vieilles croyances, de l'habitude de mesurer sa propre valeur à travers l'approbation ou l'affrontement. Mais c'est ici que le stoïcisme devient concret. Tu ne dois aucune réaction à personne. La valeur ne se mesure pas à la vitesse à laquelle tu élèves la voix, mais à la capacité de maintenir ta position sans céder au théâtre des autres. Il y a un véritable pouvoir à contenir la réponse jusqu'à ce que l'émotion se dissolve et que ce qui importe vraiment se révèle. Tout ne mérite pas de réponse, encore moins ceux qui cherchent à te rabaisser. Le silence n'est pas une absence, c'est une décision active. C'est l'espace où ton caractère est mis à l'épreuve. Si tu apprends à habiter cet espace sans te laisser consumer par l'anxiété, tu commences à découvrir quel est ton véritable poids émotionnel. La personne qui maîtrise le silence maîtrise la situation, car elle ne permet pas à l'autre de dicter les règles de l'échange. Tu ne te définis pas parce que tu réponds, mais parce que tu choisis de ne pas donner. Être maître de ton silence, c'est être maître de ta paix. Ceux qui cherchent ta réaction veulent te voler le contrôle. Ton silence leur montre qu'il n'est pas à vendre. 3. Exposer l'insulte avec calme et clarté. Une grossièreté est comme une tache invisible que quelqu'un jette sur vos vêtements mentaux en espérant que vous l'ignoriez ou que vous la cachiez sous une autre couche d'excuses. La plupart des gens se promènent en accumulant ces taches, faisant semblant qu'elles n'existent pas, tolérant le poids inconfortable juste pour ne pas affronter l'inconfort de pointer ce qui s'est réellement passé. Mais si vous avalez chaque insulte, vous finissez par porter une garde-robe qui ne vous appartient pas, pleine de saleté qui ne vous revient pas. C'est ici que beaucoup se trompent. Ils croient que se taire pour éviter le conflit est synonyme de maturité, alors qu'en réalité, c'est de la peur déguisée en prudence. Laisser passer une grossièreté sans la nommer n'est pas de la noblesse. C'est une facture que vous payez par mensualité avec votre propre estime de soi. Le stoïcisme ne demande pas de devenir une pierre, ni de devenir le gardien de la morale des autres, mais il ne vous autorise pas non plus à vous prêter au théâtre de l'invisibilité. Exposer l'insulte avec calme est l'une des armes les plus sous-estimées. Cela ne nécessite pas de volume, juste de la clarté et de la détermination. Il ne s'agit pas d'escalader le conflit, mais de laisser absolument clair que vous reconnaissez l'agression et que vous ne l'acceptez pas comme quelque chose de normal. Parce que si vous ne vous prenez pas au sérieux, personne d'autre ne le fera pour vous. Les personnes grossières prospèrent dans l'ambiguïté, dans la zone grise où personne n'ose dire « ce que vous venez de faire est un manque de respect ». Et ici, il n'y a pas d'excuses comme « je ne veux pas causer de problème » ou « c'était sûrement sans mauvaise intention ». Le respect de soi est une ligne que vous seul pouvez tracer et défendre. Ne tombez pas dans le jeu de la fausse diplomatie, cette habitude de minimiser ce qui fait mal pour conserver une paix superficielle. Combien de fois avez-vous ressenti un nœud dans la poitrine pour ne pas avoir dit ce que vous deviez? Ce nœud est la preuve de votre auto-illusion. Exposer la grossièreté avec calme ne signifie pas perdre son calme ni chercher à se venger. Cela signifie regarder l'agresseur dans les yeux et sans élever la voix ni baisser le regard, nommer l'acte. Ce commentaire est grossier. Je ne l'accepte pas. Ainsi, sans fioriture ni sarcasme, juste avec la vérité nue. Beaucoup seront surpris de la simplicité de cette action, mais c'est justement là que réside sa force. Vous n'avez pas besoin de vous justifier, vous n'avez pas besoin d'entrer dans un débat, vous n'avez pas besoin de demander la permission de revendiquer votre espace. La clarté directe est plus inconfortable que n'importe quel cri.
Certains se cacheront derrière la phrase typique « ce n'était pas si grave » ou tenteront de ridiculiser votre position. C'est la défense automatique de ceux qui ne supportent pas d'être exposés. Mais ici, la discipline stoïque est inflexible. Votre devoir n'est pas de convaincre l'autre, c'est de laisser clairement entendre votre standard. Si vous ne le faites pas, personne ne le fera. La peur de déranger est le déguisement préféré de la faiblesse. L'authenticité a un prix. Parfois, c'est l'inconfort des autres, mais c'est toujours votre respect de soi. Ne vous habituez pas à négocier votre dignité pour acheter un peu de silence. L'action est inconfortable seulement la première fois. Ensuite, vous découvrez que la clarté calme est le filtre qui sépare ceux qui méritent votre énergie de ceux qui cherchent seulement à tester vos limites. Être clair évite de futures dettes émotionnelles. Personne n'a le droit de salir votre caractère et d'attendre que vous souriez comme si de rien n'était. Il y a des moments où garder le silence est sage, mais il y en a d'autres où parler est le seul moyen de ne pas vous trahir. La voix sereine qui dénonce la grossièreté vaut plus que 1000 excuses silencieuses. Le respect s'exige, il ne se quémande pas. 4. Désarme l'offense avec une exagération consciente. Je confesse qu'à de nombreux moments, j'ai ressenti cette impulsion presque automatique de revêtir une armure imaginaire chaque fois que quelqu'un lance une offense directe. Le corps réagit, les épaules se raidissent, la mâchoire se ferme, le regard devient perçant. C'est une réponse de défense aussi ancienne que l'instinct, mais en moi, il y a une voix qui, bien que ténue, me demande « Est-ce que je veux vraiment devenir le reflet de l'agression que je reçois ?» Dans ces secondes inconfortables, j'ai remarqué un autre outil, beaucoup moins conventionnel et bien plus puissant qu'il n'y paraît à première vue. L'exagération consciente. Il ne s'agit pas de sarcasme bon marché, ni de théâtraliser une blessure, mais de prendre l'offense, de l'enfler jusqu'à l'absurde et de la renvoyer enveloppée dans une clarté qui laisse l'agresseur sans terre ferme sous les pieds. La scène est presque comique si on la regarde de l'extérieur, mais à l'intérieur, elle exige un autocontrôle chirurgical et une assurance difficile à fabriquer sur le moment. Quand quelqu'un me lance « Tu es un désastre, tu ne fais jamais rien de bien », au lieu de me battre ou de baisser la tête, j'ai appris à répondre, en regardant fixement et avec un calme inconfortable pour l'autre. « Tu as raison, je devrais recevoir une médaille du pire du mois. Je suis sûr d'avoir battu un record mondial d'erreurs aujourd'hui. » L'effet est immédiat. Le visage se déconcerte, la posture se relâche, le ton se dilue. L'offense rebondit sans trouver où se planter. L'exagération consciente fonctionne parce qu'elle désarme le mécanisme de base de l'agression, l'attente que cela te fasse mal ou que tu te rabaisses. Si tu réponds depuis l'exagération contrôlée, il n'y a pas de victime, pas de rival. Seul reste exposé la ridicule de l'accusation. Le geste compte autant que les mots. Ce n'est pas la même chose d'exagérer avec une voix moqueuse qu'avec une sérénité si solide que la scène devient presque surréaliste. La clé est de ne montrer aucun gramme de ressentiment. Les bras croisés, un demi-sourire, la tête inclinée comme quelqu'un qui évalue une œuvre d'art ratée. Tout cela contribue à l'image de quelqu'un qui ne se contente pas de reconnaître l'offense, mais qui l'a transformée en quelque chose d'irrélevant. C'est un investissement émotionnel. Tu transformes le poison en anecdote, pas en blessure. Le silence qui suit cette réponse pèse plus que n'importe quel cri. La personne grossière est exposée, sans porte de sortie. Tu ne deviens pas le clown de la situation, tu deviens le réalisateur du scénario. Rien ne peut te blesser si tu décides de ne pas acheter l'attaque. C'est l'une de ces phrases que tu devrais te tatouer dans la mémoire. Le truc est de ne pas se perdre dans l'acte. L'exagération consciente n'est pas là pour humilier ni ridiculiser, mais pour montrer que le coup n'atteint pas sa cible. C'est un rappel que le respect de soi ne dépend pas de l'opinion des autres et que la dignité peut se vêtir d'ironie sans perdre un gramme de sérieux. Après tout, celui qui maîtrise l'absurde maîtrise la situation. Il se peut que l'agresseur ne comprenne pas immédiatement ce qui s'est passé, mais tu ressentiras la légèreté de ne pas t'être laissé entraîner, d'avoir transformé une attaque en air.
c'est la véritable victoire. Quitter la scène la tête haute et le poids des autres loin de tes épaules. 5. Demande l'intention réelle du commentaire. La bonne question peut désarmer la grossièreté plus rapidement que n'importe quelle réponse ingénieuse. Lorsque quelqu'un lance un commentaire offensant, le réflexe commun est de se défendre, d'attaquer ou de se retirer. Mais il existe un mouvement plus stratégique, presque chirurgical. Demander directement l'intention réelle derrière ces mots. Ce qui semble être une simple question, que signifie exactement cela? Ou que veux-tu dire par là? Est en réalité un outil qui oblige l'autre à sortir du confort de son attaque et à assumer ce qu'il vient de dire. Tu interromps le flux automatique de l'agression et tu l'obliges à traverser le pont de l'explication, où beaucoup se retrouvent piégés sans issue. Il ne s'agit pas de céder du terrain ni de remettre le contrôle. Au contraire, c'est une façon de reprendre les rênes de la situation sans élever la voix ni tomber dans le jeu de l'insulte. Le mécanisme psychologique de cette stratégie est clair. Lorsque tu confrontes quelqu'un avec une question directe mais sereine, tu transfères le poids de l'interaction de l'autre côté. La personne qui agit depuis la grossièreté a tendance à se réfugier dans l'ambiguïté et l'impulsion. Elle ne s'attend que rarement à devoir justifier son commentaire. En posant la question, tu désactives ce pilote automatique et tu le forces à réfléchir, ne serait-ce qu'un instant, à ce qu'il a réellement voulu dire et à la façon dont cela se perçoit de l'extérieur. C'est un miroir inconfortable et souvent suffisant pour que l'autre personne hésite, se rétracte ou, au moins, perde de sa fermeté dans sa posture. Fais-le s'expliquer et tu verras à quel point l'attaque était faible. Cette phrase résume le cœur de cette tactique. Il ne s'agit pas d'exiger des explications, mais de les demander calmement. Le ton est clé. La question doit sembler authentique, pas sarcastique ni provocante. Son pouvoir ne réside pas dans la confrontation ouverte, mais dans le désarroi qu'elle génère. À ce moment-là, l'agresseur a deux options. Soit il clarifie son intention et se retrouve exposé, soit il tente d'éviter la question, ce qui le met en évidence devant les autres et surtout devant lui-même. Dans les deux cas, tu n'es plus la cible passive de l'attaque, mais le référent qui exige clarté et responsabilité. Faire en sorte que l'autre mette en mots sa propre hostilité, c'est comme forcer un acteur à sortir de son personnage et à regarder le public sans masque. La plupart des offenses ne résistent pas à la lumière de l'explication. Cette tactique, bien que simple, nécessite du caractère. Elle implique de ne pas se laisser emporter par l'urgence de répondre, ni par le désir de blesser en retour. C'est choisir l'autocontrôle plutôt que l'instinct et la clarté plutôt que la réaction viscérale. Demander l'intention réelle est un filtre. Il sépare les critiques constructives des attaques gratuites, les malentendus de la mauvaise foi. La personne qui apprend à poser des questions avant de réagir gagne du temps, de la perspective et surtout de l'autorité sur la situation. Tous les commentaires ne méritent pas une guerre. Parfois, il suffit d'exiger une explication pour que l'hostilité se dissolve d'elle-même. Qui questionne contrôle le rythme. Ce détail transforme toute la dynamique. La prochaine fois que tu recevras une grossièreté, souviens-toi, parfois, la bonne question vaut plus que 1000 réponses défensives. 6. Remercie sans t'impliquer émotionnellement. Dans la salle d'attente du cabinet, quelqu'un prend ton tour sans te regarder et quand tu le signales, il répond avec dédain « Je m'en fiche. Attends un peu, d'accord ?» À l'intérieur, la réaction est automatique. Ce mécanisme se met en marche, celui qui veut défendre le respect de soi, qui cherche à corriger l'injustice par une réponse ferme ou une plainte directe. Mais en même temps, une partie plus silencieuse de toi reconnaît qu'entrer dans ce jeu peut être une dépense d'énergie inutile. Ici se pose le dilemme. Tout ton entraînement mental te dit que tu ne peux pas te laisser piétiner, tandis qu'une autre voix plus rationnelle avertit que tous les conflits ne méritent pas ton implication émotionnelle. Il y a une tension interne entre ce que tu sens que tu devrais faire et ce qui te convient réellement. Dans cet espace apparaît une alternative inconfortable pour l'ego, mais libératrice pour l'esprit. Simplement remercier le commentaire ou l'attitude, sans lui accorder le privilège d'affecter ton état intérieur.
Ce n'est pas un acte de soumission ni de résignation. C'est une manœuvre consciente qui transforme l'interaction en quelque chose de neutre. Quand tu remercies, tu envoies un message double. Tu reconnais l'existence de l'autre personne, mais en même temps, tu lui refuses l'accès à ton équilibre émotionnel. « Merci de m'avoir prévenu, j'attendrai », lances-tu, sans ironie ni ressentiment. Et là, dans cette phrase simple, il se passe quelque chose que la plupart des gens négligent. Tu te sépares de la nécessité d'avoir le dernier mot, de défendre chaque centimètre de ta fierté, de prouver ta force par la confrontation. L'ego proteste. Il veut justice, il veut reconnaissance, il veut vengeance. Mais quand tu choisis de ne pas alimenter ce cycle, tu récupères une forme différente de pouvoir, le pouvoir de ne pas t'impliquer au-delà de ce que la situation mérite réellement. Au fond, remercier sans s'engager est une manière de filtrer ce qui compte vraiment. Ce n'est pas apaiser le grossier ni faire semblant que tout va bien. C'est admettre que certaines batailles ne sont pas les tiennes, que certaines provocations n'ont d'effet que si tu acceptes le défi. Il y a une croyance très ancrée selon laquelle remercier au milieu de l'hostilité est perdre sa dignité. Mais la réalité est autre. Celui qui peut remercier sans que sa voix tremble démontre une solidité intérieure qui désarme toute provocation. Tu ne te rends pas, tu te libères de l'obligation de réagir. Et cette liberté a un prix. Le renoncement volontaire à la validation immédiate, à la satisfaction de prouver que tu as raison. Le remerciement neutre est un filtre psychologique. Il sépare le stimulus externe de ta réaction interne, te donne de l'espace pour décider ce qui mérite ton énergie et ce qui ne l'est pas. Beaucoup verront de la faiblesse dans cette attitude, car ils confondent l'autocontrôle avec la soumission. Mais la discipline stoïque ne consiste pas à accumuler des victoires publiques, mais à éviter des défaites internes. Tout ne mérite pas ta réaction. C'est la ligne qui définit ton autonomie. Chaque fois que tu remercies sans t'impliquer, tu entraînes le muscle invisible de l'indifférence sélective. Il ne s'agit pas d'anesthésier tes émotions, mais de choisir avec rigueur où et quand exposer ta vulnérabilité. Remercier et avancer est un acte d'autorité sur soi-même. Tu n'as pas besoin de rendre la grossièreté ni de tenir le compte des offenses. Il suffit de reconnaître la situation et de décider intérieurement qu'elle ne t'appartient pas. Ceux qui attendent ta réaction perdront de l'intérêt quand ils découvriront qu'ils ne peuvent pas ébranler ton axe. Le véritable respect de soi ne se mendie pas. Il se maintient dans le silence de celui qui sait qu'il est au-dessus de la provocation. Dans ce geste simple se trouve la différence entre porter les ordures des autres ou les laisser tomber avant qu'elles ne contaminent ton caractère. La dignité ne se négocie pas, même dans les moindres détails. 7. Fixe tes limites avec une sérénité absolue. Tout le monde ne mérite pas d'accéder à ta vie, et encore moins ceux qui insistent pour franchir la ligne du respect comme si c'était un droit automatique. La vérité dure et directe est la suivante. Si tu ne fixes pas tes limites, tu deviens le terrain d'entraînement des autres pour leurs comportements les plus bas. Peu importe combien de justifications tu t'inventes, combien de fois tu te dis que cela ne vaut pas la peine de se battre, ou que mieux vaut laisser passer pour éviter des problèmes. Chaque fois que tu permets la grossièreté sans mettre un arrêt clair et serein, ce que tu fais, c'est entraîner les autres et toi-même à tolérer l'intolérable. Ce n'est pas une question de préférence, c'est une question de dignité. Tu laisses voler ton temps, ton énergie et ton estime de soi, tout en te vendant le mensonge que c'est mieux de ne pas faire de vagues. Ce que tu fais réellement, c'est céder des parties de ton respect de soi en échange d'une paix superficielle qui ne t'appartient même pas. Fixer des limites n'est pas crier, ni ériger des murs d'orgueil, ni chercher la bagarre. C'est regarder la personne en face et, avec un calme féroce, tracer la ligne que personne n'a le droit de franchir. Ne cherche pas de formules alambiquées. Il suffit de phrases si claires qu'elles n'admettent pas de double interprétation. Je n'accepte pas cela. Ne me parle plus jamais comme ça. Si tu continues, je ne reste pas ici. La sérénité n'est pas un ornement. C'est le fondement de ton autorité. Quand tu réagis avec colère,
tu perds le contrôle. Quand tu te justifies, tu offres ta position. La véritable force réside dans le ton froid et direct, dans les mots qui ne tremblent pas et ne rampent pas à la recherche d'approbation. Celui qui ne fixe pas de limites paie le prix avec sa tranquillité et son estime de soi. Ne réclame pas ensuite le respect que tu n'as pas exigé au moment opportun. Il y a ceux qui passent leur temps à chercher des excuses pour retarder le moment de fixer une limite. Ils se cachent derrière l'idée fausse qu'il faut être compréhensif, alors qu'en réalité, ils craignent simplement le conflit et l'inconfort de dire non. Mais laisser passer l'offense est une dette émotionnelle qui, tôt ou tard, se rembourse avec intérêt, anxiété, ressentiment, sensation d'être piégé dans la vie des autres. Ne confonds pas compassion et faiblesse. Le respect commence à la maison. Si tu ne le pratiques pas avec toi-même, personne ne le fera pour toi. Ne te trompe pas en pensant que fixer des limites est de l'égoïsme. C'est la manière la plus claire de protéger ta santé mentale et ton intégrité. Celui qui ne fixe pas de limites s'efface lui-même. Grave-toi cela. La sérénité absolue n'est pas un masque, c'est le résultat de savoir que tu peux demander du respect sans perdre ton calme ni entrer dans des drames. Tu n'as pas besoin d'élever la voix ni de déployer des arguments interminables. C'est la fermeté tranquille qui dérange l'irrespectueux, car elle lui montre qu'il ne peut pas manipuler tes émotions ni obtenir la réaction qu'il recherche. Si l'autre insiste ou se moque, maintiens le ton et répète la limite. Ne négocie pas ta dignité pour le confort des autres. Si, après avoir fixé la limite, la personne persiste, ton devoir n'est pas de convaincre qui que ce soit, c'est de te retirer de l'interaction. Tu n'as pas à être le théâtre pour que d'autres répètent leur misère. La vie ne récompense pas celui qui endure le plus, mais celui qui sait où s'arrête la tolérance. Une limite fixée avec sérénité est un message clair. Jusqu'ici, c'est moi qui commande. Ne deviens pas le complice silencieux de la grossièreté des autres. Ta dignité n'a pas de prix ni de rabais. Ne laisse pas l'habitude d'encaisser les offenses devenir la norme. Le respect ne se négocie pas. 8. Répondre aux besoins cachés derrière l'attaque. Une grossièreté est comme une alarme silencieuse qui, tout à coup, fait clignoter une lumière rouge au milieu d'une salle pleine de gens. Tout le monde continue avec ses affaires, mais toi, tu sens ce flash inconfortable te percer les yeux. L'instinct te pousse à éteindre l'alarme à coups, mais si tu prends le temps de regarder, tu verras quelque chose de plus. Derrière le geste brusque, le commentaire blessant, il y a souvent une fissure par laquelle s'infiltre la frustration d'autrui, des peurs qui n'osent pas montrer leur visage ou des besoins si anciens que plus personne ne les nomme. Le corps de la personne grossière se tend, la voix sort sèche, les yeux cherchent n'importe où sauf vers toi. C'est un langage corporel rempli de signaux qui, si tu apprends à les lire, te révèlent la carte cachée de l'attaque. Il y a des jours où l'offense n'a rien à voir avec toi. Tu es à peine la cible la plus proche d'une colère qui vient d'ailleurs, une blessure qui cherche un écho. Le stoïcisme ne demande pas que tu justifies la grossièreté, mais il te donne la permission de regarder au-delà de la surface, de te demander quel combustible alimente réellement cette réaction. Quand tu choisis de répondre aux besoins cachés derrière l'offense, tu ne joues pas à être le thérapeute de qui que ce soit, ni ne deviens la poubelle émotionnelle de l'autre. Ce que tu fais, en réalité, c'est déplacer le focus de l'attaque vers la racine du problème. Peut-être que cette personne est au bord de l'effondrement, vient de recevoir une mauvaise nouvelle, ou simplement ne sait pas comment demander de l'aide et le déguise en agression. Au lieu de mordre à l'hameçon, tu peux répondre par un geste déconcertant. Tu détends les épaules, baisses la voix, maintiens le regard ferme, mais sans défi. Ça va? Parce que cela ne te ressemble pas. Ou quelque chose d'encore plus simple, je vois que tu es en colère. Y a-t-il quelque chose de plus derrière cela? La scène change immédiatement. Le ton de la conversation baisse en température, la tension se dilue, même si ce n'est qu'un peu. Personne ne s'attend à ce que tu répondes à l'hostilité par une question sincère sur son état intérieur. Le mécanisme de l'agression, habitué à heurter des murs ou à recevoir des coups en retour, se retrouve soudain devant une porte entrebâillée.
La personne ne l'exploitera pas toujours, mais tu auras déjà changé le scénario. Il y a une véritable force chez celui qui voit la blessure derrière le coup. Il ne s'agit pas de te laisser piétiner ni de porter le poids des autres, mais de montrer que ta dignité est large. Elle n'a pas besoin de se défendre de chaque attaque, car elle sait distinguer entre une menace réelle et un cri de détresse mal déguisé. Le respect de soi se mesure aussi à la capacité de ne pas tout prendre personnellement. Il y a des gestes qui désarment plus qu'un cri. Un soupir, un long silence, une phrase qui ne cherche pas à humilier, mais à comprendre. La plupart des agresseurs s'attendent à une résistance. Peu sont préparés à l'empathie ferme. Transformer l'attaque en une opportunité de voir l'autre comme quelqu'un traversé par ses propres luttes est un acte de maturité, mais surtout de pouvoir. Celui qui voit la blessure ne se laisse pas entraîner par le coup. Cette ligne sépare celui qui réagit de celui qui répond avec intelligence émotionnelle. Tu ne recevras pas toujours de la gratitude, ni ne verras de changements instantanés. Mais chaque fois que tu choisis de regarder derrière l'attaque, tu t'entraînes à ne pas être otage de l'émotion d'autrui. Répondre aux besoins cachés ne te rend pas faible. Cela te libère du jeu superficiel de la provocation. Il y a des jours où la meilleure défense est de voir au-delà de l'insulte et d'agir depuis le calme de celui qui ne confond pas le symptôme avec le véritable problème. Toutes les offenses ne sont pas personnelles. Toutes les réactions ne méritent pas la tienne. Comprendre ce qu'il y a derrière l'attaque, c'est gagner sans se battre. C'est une leçon qui vaut plus que n'importe quelle réponse ingénieuse. 9. Choisis de t'éloigner sans drame ni explication. Je reconnais qu'il y a des moments où tout mon entraînement mental semble insuffisant face à une vérité inconfortable. Je n'ai pas toujours l'énergie, la patience ou l'intérêt de rester et de résoudre l'impolitesse de l'autre. Une sorte de culpabilité surgit, comme si m'éloigner en silence était une trahison à la dignité ou un signe de lâcheté. Cependant, lorsque j'analyse le schéma qui se répète dans ces scénarios, je vois que le besoin d'expliquer mon départ, de justifier ma distance, n'est rien d'autre qu'un reflet d'une éducation qui valorise la permanence au-dessus de la santé mentale. Il existe une pression sociale invisible qui dicte que, si tu te retires, tu dois donner des raisons, construire des discours, éviter de paraître impoli ou faible. Mais si j'y pense vraiment, n'est-ce pas une distorsion dangereuse de croire que je dois rester là où ma présence est méprisée? La réponse, bien que désagréable pour l'ego, est simple. Non. En termes psychologiques, la permanence dans des espaces hostiles est souvent dirigée par deux mécanismes. La peur d'être jugé et la fausse attente que l'autre changera si tu insistes suffisamment. C'est un investissement émotionnel sans rentabilité. Chaque minute que tu offres à celui qui te méprise est un capital que tu perds pour ton propre bien-être. Le cerveau, accro à la cohérence, cherche à clore des cercles, mais la vie réelle est pleine de conversations inachevées et de liens qui ne se maintiennent que par habitude ou par peur de la réaction d'autrui. S'éloigner sans drame ni explication est une décision stratégique. Tu cesses d'alimenter la narration du conflit, tu désactives le circuit de l'affrontement et surtout, tu te donnes la permission de ne pas porter les déchets des autres. Personne n'a besoin de ta présence pour apprendre la valeur du respect, ton retrait est un message suffisant. Le piège le plus courant est de croire que tu dois une justification à celui qui te traite avec mépris. Analyse l'équation. Chaque fois que tu expliques ton départ, tu remets une partie de ton autonomie. Tu cherches à convaincre, tu cherches de la compréhension. Mais ce que tu obtiens, c'est d'ouvrir la porte à de nouvelles manipulations ou à la prolongation d'une interaction qui n'apporte que de l'épuisement. La véritable force réside dans la simplicité. Tu récupères ta dignité, tu te lèves et tu t'en vas, sans gesticulation, sans discours. Tu n'as pas à rester là où tu n'es pas respecté. C'est une ligne qui sépare l'estime de soi de la dépendance émotionnelle. Le drame est la nourriture des gens qui aiment le conflit. Ton absence est le vide qui ne peut être comblé par des reproches. La décision de s'éloigner n'est pas un manque de courage, mais un exercice de pouvoir.
Celui qui sait quand et comment se retirer prouve que sa valeur ne dépend pas de la durée d'une dispute ni du nombre de témoins. L'autocontrôle n'est pas seulement contenir la réponse, mais aussi savoir quand ton énergie est mieux investie ailleurs. Si chaque situation d'impolitesse devenait une bataille que tu devrais affronter jusqu'à la fin, ta vie serait une succession de guerres inutiles. Choisir de partir de son plein gré, sans explication, c'est couper court au cycle de dépendance émotionnelle que l'agresseur cherche à créer. Partir est la victoire de l'esprit sur l'ego. Tu n'as pas besoin d'audience pour valider ta décision. Avec le temps, tu réalises que la dignité ne se mesure pas à la quantité de batailles livrées, mais à la qualité des espaces où tu choisis de rester. S'éloigner sans drame ni explication ne te rend pas invisible, cela te rend libre. Les gens qui respectent le plus ta distance sont ceux qui comprennent le poids de ta présence. Ne gaspille pas ton énergie à justifier ton retrait. Parfois, la meilleure réponse est le silence de celui qui s'en va et ne regarde pas en arrière. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez-vous, continuez à cultiver votre esprit stoïque. Il y a une vérité inconfortable que peu osent affronter. S'accrocher à quelqu'un n'est pas de l'amour, c'est de la peur. C'est le poids du besoin, de sentir qu'il n'y a pas assez en toi sans cette personne. Nous l'appelons affection, nous le déguisons en loyauté, mais au fond, c'est une fracture dans l'indépendance émotionnelle, une dette intérieure qui ne se rembourse jamais complètement. L'attachement n'est pas une preuve d'engagement, mais une chaîne invisible qui conditionne chaque réaction, chaque pensée obsessionnelle, chaque impulsion de vérifier des messages ou de chercher des signes là où il n'y en a pas. Le stoïcisme l'a clairement établi il y a des siècles. Ce que tu ne peux pas contrôler ne t'appartient pas. Cependant, nous nous entraînons jour après jour à l'auto-tromperie, répétant des routines qui renforcent la dépendance et négociant notre paix intérieure contre des miettes d'attention. Lâcher prise fait mal, oui, mais rester attaché a un coût bien plus élevé, sacrifier ton identité, ta paix et même ta dignité. La liberté émotionnelle n'arrive pas par magie. Elle nécessite de la discipline, un questionnement implacable et le courage de laisser derrière soi ce qui n'apporte plus rien. Il ne s'agit pas de devenir froid, mais fort. Aimer sans se perdre, donner sans mendier, accepter la réalité sans masque. Tu n'as pas besoin d'être invulnérable, juste honnête avec toi-même. Aujourd'hui, tu apprendras que lâcher prise n'est pas abandonner, mais reconquérir ta propre valeur. Personne ne viendra te sauver. Ta paix ne se négocie pas, et ta vie non plus. 1. Observe votre attachement sans le déguiser. Vous vous mentez, vous ne sortirez pas de l'attachement tant que vous continuerez à le déguiser en amour, en préoccupation sincère ou en une prétendue connexion unique. Ce n'est pas de l'honnêteté, c'est de la peur et du confort. L'attachement est une sorte de dette émotionnelle que vous vous êtes imposée et que vous continuez à alimenter chaque fois que vous consultez son profil, chaque fois que vous justifiez son absence ou chaque fois que vous inventez des excuses pour rester lié à une histoire qui n'existe plus. Personne ne vous respectera si vous continuez à négocier votre dignité pour des miettes d'attention. Et le pire, c'est que vous n'êtes même pas capable de l'admettre sans fioriture. Arrêtez de protéger vos fragilités derrière de belles phrases et commencez à observer, sans filtre, la véritable nature de votre dépendance. La plupart du temps, ce n'est pas de l'amour, c'est un besoin désespéré de vous sentir important pour quelqu'un parce que vous ne savez pas comment supporter le poids d'être seul avec vous-même. Cela ne vous rend pas spécial, cela vous rend esclave de votre propre manque. Regardez de face votre attachement, sans maquillage, sans récit qui adoucissent la vérité. Chaque fois que vous excusez vos pensées obsessionnelles en disant que c'est parce que vous tenez à lui, elle, vous vous trompez.
Vous ne tenez pas vraiment à l'autre personne, vous tenez à ne pas perdre ce peu de vous que vous avez déposé en elle. Le stoïcisme ne tolère pas ces illusions. Il vous enseigne à démonter les habitudes mentales qui vous enchaînent, pas à justifier des faiblesses avec des mots sophistiqués. Vous voulez avancer, mais vous ne lâchez pas la corde. Vous voulez la paix, mais vous vous accrochez au conflit parce que vous le connaissez déjà. Préférer l'inconfort et le connu plutôt que le vide et la reconstruction est une décision, pas une condamnation. Ne continuez pas à attendre que le temps vous guérisse si vous alimentez vous-même la blessure chaque jour. Jusqu'à quand allez-vous continuer à cacher que vous dépendez émotionnellement de quelqu'un qui n'est plus là ou qui n'a jamais vraiment été là? Vous n'avez pas le droit de vous plaindre de votre prison si c'est vous qui la maintenez avec la porte fermée de l'intérieur. Chaque excuse que vous utilisez, chaque message que vous relisez, chaque souvenir que vous idéalisiez, sont des briques qui renforcent le mur de votre propre attachement. Si vous n'avez pas le courage de vous observer sans masque, vous ne retrouverez jamais votre liberté. Il n'y a pas de croissance sans inconfort. Il n'y a pas de clarté sans une honnêteté brutale. Observez votre attachement sans le déguiser. La vérité sans filtre fait mal, mais elle libère aussi. Arrêtons de romantiser la dépendance. Le premier pas pour lâcher prise est d'arrêter de nous mentir. 2. Arrête de négocier ta paix intérieure. Tu te réveilles et la première chose que tu fais, c'est vérifier ton téléphone, cherchant son nom parmi les notifications, comme si cette petite étincelle d'attention pouvait te structurer la journée. Il n'a pas écrit, mais tu vas quand même sur son profil, interprétant chaque geste numérique comme un signe qui te ramène au calme. Tu prends ton petit déjeuner sans faim, l'esprit en suspens, attendant que quelque chose se passe, n'importe quoi pour justifier cette inquiétude que tu ne sais pas dissoudre. C'est le même cycle, jour après jour. Tu repousses des décisions, tu changes des plans, tu ajustes ton humeur au rythme de réponse que tu ne contrôles pas. Cette routine n'est pas de l'amour, ce n'est pas non plus un intérêt sincère. C'est l'habitude de hypothéquer ta tranquillité pour l'illusion que quelqu'un d'autre la gère. Derrière chacun de ces gestes quotidiens se cache une décision silencieuse, céder ta paix en échange de quelque chose d'extérieur. C'est un contrat non écrit que tu signes chaque fois que tu permets à une autre personne de déterminer ton état émotionnel. Tu te dis que c'est normal, que c'est ainsi que fonctionne l'affection, mais au fond, tu sais qu'au lieu de partager ta vie, tu la mets entre les mains d'autrui. L'attachement te convainc que si tu t'énerves, si tu t'inquiètes, c'est parce que la relation t'importe. Mais le prix que tu paies est élevé. Tu remets ta stabilité émotionnelle en petite mensualité, espérant un retour qui n'est jamais garanti. La vérité est que personne n'est obligé de maintenir ton équilibre intérieur, et tu n'as pas à le négocier comme s'il s'agissait d'une monnaie d'échange. Le moment où tu décides d'arrêter de négocier ta paix intérieure est brutalement simple, mais rien de facile. Cela nécessite d'observer avec honnêteté combien de fois par jour tu remets ton bien-être à plus tard en attendant un geste, un mot, une validation externe. L'esprit te tente avec des excuses. C'est juste de la curiosité. Je veux savoir comment il va. Je ne peux pas m'en empêcher. Mais chacune de ces justifications est une fissure par laquelle s'échappe ton calme. Le stoïcisme pose une question inconfortable et claire. Pourquoi acceptes-tu que ta sérénité dépende de quelque chose que tu ne peux pas contrôler? C'est la fracture dans ton caractère que tu dois reconnaître, non pas pour te punir, mais pour prendre tes responsabilités. Arrêter de négocier ta paix n'est pas t'isoler ni devenir froid, c'est tracer une limite intérieure, un terrain sacré qui ne se met pas en jeu, quoi qu'il arrive à l'extérieur. Ta sérénité n'est pas à vendre. Personne ne peut la préserver pour toi, pas même la personne que tu aimes le plus. Renoncer à cette habitude de t'auto-condamner est la véritable preuve de respect envers soi-même. Tu ne retrouves ton pouvoir que lorsque tu comprends que la paix intérieure ne se mendie pas et ne se troque pas. Elle se construit, elle se défend. Chaque fois que tu choisis de protéger ta tranquillité au lieu de la céder, tu renforces un muscle invisible qui soutient ta vie, même lorsque tout ce qui est extérieur échoue. Ne négocie pas ta paix, c'est le capital le plus précieux que tu possèdes.
3. Remets en question chaque pensée obsessionnelle. Je te l'admets, il y a des pensées qui s'emparent de ton esprit et que tu ne remets même pas en question. Tu les laisses occuper ton espace mental comme si elles étaient vraiment des vérités indiscutables, alors qu'en réalité, ce ne sont que de vieux schémas que tu as appris à traiter comme des faits. La pensée obsessionnelle ne tombe pas du ciel et n'est pas une sorte de punition inévitable. C'est le résultat d'un système mental non entraîné, une machinerie que tu n'as jamais pris le temps de vérifier. Chaque fois que tu supposes que tu ne peux pas t'empêcher de penser à cette personne, tu évites le travail inconfortable d'analyser d'où vient cette insistance. Pourquoi cette pensée se répète-t-elle tant? Parce qu'au fond, elle te soutient une idée erronée, que si tu y penses suffisamment, tu vas trouver une réponse, un signe ou un soulagement momentané. Mais ce qui se passe réellement, c'est que tu t'enfermes dans un circuit fermé, où chaque tour renforce l'addiction à la même fantaisie de contrôle. L'attachement se nourrit de l'inertie mentale. Tu te réveilles, et le même monologue de toujours est déjà en cours, sans que tu prennes le temps de te demander si ce que tu penses a du sens, ou si c'est simplement automatique. C'est ici que le stoïcisme entre en jeu comme un outil chirurgical, non pas pour réprimer ce que tu ressens, mais pour disséquer chaque pensée et te demander sans anesthésie, est-ce que ce que je répète est un fait, une interprétation, une peur ou une excuse? Lorsque tu t'entraînes à identifier ces distorsions, tu commences à remarquer combien de fois tu supposes que le simple acte de penser à quelqu'un signifie que tu es toujours attaché, alors qu'en réalité, c'est juste un reflet conditionné, une routine mentale que tu peux désapprendre. Le premier pas n'est pas d'arrêter de penser, mais de remettre en question la valeur réelle de cette répétition. Souvent, la pensée obsessionnelle ne résout rien. Elle ne fait que retarder la douleur de faire face à ton propre vide. Il ne s'agit pas de lutter contre tes pensées, ni de les ignorer avec des phrases motivantes vides. Il s'agit de les observer comme si elles étaient des pièces d'un mécanisme que tu peux démonter, analyser et remonter différemment. Lorsque l'idée obsessionnelle surgit, au lieu de te laisser emporter, arrête-toi et applique un filtre. Est-ce que cela m'aide, me noie ou me fige? Si la réponse est que cela te fige, c'est le signe qu'il est temps d'intervenir. Insister sur la même chose en espérant un résultat différent est le véritable auto-illusion. Personne ne t'oblige à croire chaque pensée qui traverse ton esprit. Tu es libre de réinterpréter, de poser des limites internes, de décider ce qui mérite ton énergie et ce qui ne fait qu'alimenter la dépendance. L'esprit s'entraîne comme le corps, avec discipline, répétition et engagement. Remettre en question tes pensées obsessionnelles est le premier acte de rébellion contre l'attachement. Si tu ne vérifies pas ce que tu penses, tu finis par être esclave de tes propres récits. La liberté commence dans le filtre mental. Tout ce que tu penses n'est pas vérité, ni tout ce que tu ressens n'est destin. Tu n'es pas tes obsessions, tu es celui qui décide quelle pensée mérite de rester. 4. Reconstruis ton identité jour après jour. Une feuille blanche sur la table chaque matin attendant. D'un côté, le stylo neuf. De l'autre, les marques de café des jours précédents, cicatrices de routine qui ne se ferment pas complètement. Voilà ton identité après l'attachement, non pas une statue brisée, mais une surface où chaque jour tu peux réécrire, même si tu ressens encore la tentation de copier les vieux paragraphes de toujours. L'erreur la plus courante est de vouloir combler ce vide d'un coup, comme si trouver une nouvelle passion, un nouvel objectif ou un nouveau visage suffisait à masquer l'absence. Mais la reconstruction n'est pas un spectacle, ni un maquillage rapide. C'est un travail minutieux, presque invisible, qui se produit lorsque tu choisis, détail par détail, quelle partie de toi tu souhaites préserver et quelle partie ne te sert plus. Observe ton corps pendant que tu avances dans la maison. La façon dont tu te laves le visage, la manière dont tu prépares le petit déjeuner, comment tu t'habilles, comment tu marches vers la porte. Chaque geste porte l'empreinte de tes habitudes passées,
même celles qui sont nées de l'attachement. Peut-être que tu continues à utiliser la tasse que vous partagiez, peut-être que tu choisis la musique que cette personne aimait, peut-être que tu remets à plus tard des projets juste pour ne pas affronter le silence. Ce sont des actions petites, presque automatiques, mais c'est là que se cache l'identité que tu dois reconstruire. Pas besoin d'un acte héroïque. Ce qui compte, c'est la constance brutale des micro-décisions quotidiennes. Aujourd'hui, tu choisis une tasse différente. Aujourd'hui, tu choisis de préparer un petit déjeuner pour toi, pas pour plaire à quelqu'un. Aujourd'hui, tu portes des vêtements qui te reflètent, pas l'histoire qui est déjà terminée. Ces choix minimes sont le ciseau avec lequel tu commences à te sculpter à nouveau. Le stoïcisme ne te demande pas d'effacer le passé, ni de devenir une autre personne du jour au lendemain. Il exige que tu assumes la responsabilité de ton présent. Se reconstruire n'est pas attendre de se sentir prêt, mais agir même lorsque la motivation ne se manifeste pas. Personne ne va te sauver de tes anciennes versions si tu ne prends pas au sérieux le travail de te réinventer. L'identité est un acte quotidien, pas un souvenir que tu répètes. Chaque fois que tu choisis, même pour une seconde, de te concentrer sur ce que tu peux construire, tu t'éloignes un pas de plus de la dépendance. C'est un entraînement silencieux, presque imperceptible pour les autres, mais fondamental pour toi. Cesser d'être ce que tu étais par habitude et commencer à être ce que tu choisis est une révolution silencieuse. Ne cherche pas un avant et un après dramatique. Cherche la cohérence de tes petits actes. La liberté se construit dans le quotidien, pas dans les grands discours. Personne ne va écrire ta nouvelle histoire à ta place. La feuille est là, attendant que tu cesses de copier ce qui ne te représente plus. 5. Fais du soin de soi ta priorité. Si tu continues à traiter ton soin de soi comme un luxe plutôt que comme une obligation, tu vas rester coincé exactement là où tu es. Ne te trompe pas, personne ne viendra te sauver des ruines de l'attachement si tu n'es même pas capable de défendre ton propre bien-être. Crois-tu vraiment que tu vas surmonter la dépendance tout en repoussant l'essentiel? Le soin de soi n'est pas négociable. Ce n'est pas quelque chose que tu peux remettre à plus tard, après avoir résolu tes problèmes émotionnels, car ne pas prendre soin de toi est le problème principal. Chaque fois que tu décides de sauter un repas, de ne pas bien dormir, d'ignorer le désordre dans ton espace ou de reporter cette promenade nécessaire, tu envoies un message clair. Ta stabilité n'est pas aussi importante que de rester obsédé par quelqu'un d'autre. C'est la racine de l'esclavage émotionnel. C'est la décision invisible qui renforce le cycle du manque. Arrête de trouver des excuses. Il n'y a aucune justification valable pour sacrifier ta santé par nostalgie, ni pour négliger ton corps et ton esprit simplement parce que tu n'as pas le moral. Le moral se construit lorsque tu te montres, jour après jour, que tu peux te soutenir toi-même, même si tout le reste échoue. Le soin de soi est une discipline, pas un caprice. N'attends pas de te sentir motivé pour agir. Agis et la motivation viendra ensuite. Personne ne va te récompenser pour ton abandon personnel. Personne ne va valoriser tes sacrifices invisibles. Voici la vérité. Chaque fois que tu choisis de prendre soin de toi, même de manière minimale, tu reprends du terrain perdu face à l'attachement. Le soin de soi est le seul terrain qui t'appartient vraiment. Si tu l'abandonnes, il ne te reste rien. Arrête de romantiser la négligence, de croire que aller mal te rend plus profond ou plus digne de compassion. Cela ne fait que perpétuer la faiblesse et la dépendance. Le stoïcisme est clair. Tu ne peux pas contrôler le monde extérieur, mais tu as le devoir de gouverner ton propre espace intérieur et physique. Ton corps n'est pas un entrepôt de souvenirs d'autrui, ni ton esprit une fosse d'idées non filtrées. Le soin de soi est la ligne qui sépare ceux qui se respectent de ceux qui s'abandonnent. Si tu n'es pas capable d'établir des routines minimales de soins, tu n'as pas le droit d'exiger la paix ou l'amour véritable de quiconque. Arrête de mendier ce que tu ne te donnes pas toi-même. Aujourd'hui, pas demain, c'est le moment d'exercer ce muscle. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est une obligation. Commence par ce qui est le plus évident. Dors, mange,
range ton espace, respire. Fais-le, même si tu n'en as pas envie, même si tout te pèse, même si ta voix intérieure te dit que cela ne sert à rien. Cette voix est le résidu de l'attachement. Ta tâche est de la faire taire par l'action. Le soin de soi est ta frontière. Si tu ne la défends pas, tu perdras tout le reste. Personne ne va te sauver de ton propre abandon, pas même la personne que tu as idéalisée. Soit tu fais du soin de soi ta priorité, soit tu restes otage de ta propre négligence. La dignité ne se négocie pas. Ton bien-être est ta seule véritable garantie. 6. Sois votre propre source de valeur. Personne ne viendra vous valider. C'est la vérité qui fait le plus mal lorsque l'attachement commence à se désagréger. Vous avez construit votre valeur comme si elle dépendait des mains d'une autre personne. Et maintenant, sans cet applaudissement extérieur, vous sentez qu'il ne reste rien. Mais ce vide n'est pas réel. C'est juste le résultat d'années à déléguer votre estime de soi à l'extérieur, à un regard, à une réponse, à une promesse qui n'a jamais été une garantie. L'attachement n'est pas seulement une dépendance émotionnelle, c'est aussi le renoncement à vous reconnaître comme suffisant, comme si votre propre jugement n'avait pas de poids tant que quelqu'un d'autre ne le confirme pas. Toute votre énergie mentale a été dépensée à négocier votre importance, à chercher des signes que vous valez quelque chose, comme si votre propre vie avait besoin d'un témoin autorisé. Le problème est que ce mécanisme échoue toujours. Aucune validation externe n'est suffisante lorsque vous vous considérez vous-même comme insuffisant. Il y a une fracture profonde lorsque vous vous habituez à regarder vers l'extérieur pour mesurer votre valeur. Vous commencez à vivre en attendant l'approbation, l'appel, le message qui vous redonnera la sensation d'être pertinent. Votre monde tourne autour de l'attente d'être choisi, d'être préféré, que quelqu'un vous attribue une place spéciale. Cette attente vous épuise, vous rend petit, vous rend dépendant de facteurs que vous ne pourrez jamais contrôler. Reconnaître cela exige une brutalité d'honnêteté. Si votre estime de soi dépend de quelqu'un d'autre, vous ne serez jamais libre. La véritable racine de l'attachement se trouve ici. Vous avez appris à ignorer votre propre voix, à mépriser votre propre jugement et à vivre comme si votre présence devait être validée pour avoir un sens. Personne ne peut porter ce fardeau longtemps sans se briser. Être votre propre source de valeur n'est pas un slogan vide. C'est une tâche inconfortable et quotidienne. Cela signifie cesser de chercher à l'extérieur ce qui ne peut être construit qu'à l'intérieur. C'est apprendre à vous soutenir sans témoin, à reconnaître votre propre effort même si personne ne l'applaudit, à respecter vos limites même lorsque personne ne les voit. Le stoïcisme vous le dit clairement. La seule chose qui vous appartient véritablement est votre jugement, votre capacité à décider ce que vous pensez de vous-même, au-delà du bruit extérieur. N'attendez pas que le monde célèbre vos petits progrès. Faites-le vous-même, car vous êtes le seul à savoir ce que chaque pas vous a coûté. La véritable valeur ne se vend pas aux enchères, elle se cultive en silence. Personne ne vous sauvera du vide que vous ressentez si vous n'êtes pas capable de le remplir avec votre propre respect. Prenez la responsabilité de votre estime, même si cela tremble, même si cela fait mal, même si l'habitude vous crie que vous avez besoin de l'approbation des autres. Vous n'êtes pas la somme des regards que vous recevez. Vous êtes la qualité du regard que vous vous portez à vous-même. Soyez votre propre témoin, soyez votre propre garantie. 7. Brisez les habitudes qui renforcent la dépendance. Vous vous réveillez et sans trop y penser, vous ouvrez l'application de messagerie. C'est presque un réflexe. Vous ne vous demandez même pas pourquoi vous le faites, vous suivez simplement le parcours automatique de vos doigts. L'habitude a façonné ce comportement si profondément qu'il semble faire partie de votre identité. Ensuite, pendant que vous vous préparez à sortir, vous mettez la musique que vous écoutiez ensemble. Vous ne cherchez pas à découvrir quelque chose de nouveau. Vous reproduisez simplement le script connu parce qu'il apaise, même si c'est de manière superficielle. Tout au long de la journée, chaque espace vide est comblé en consultant des histoires, en cherchant des sous-entendus, en révisant de vieilles conversations. Vous ne l'appelez pas dépendance, vous l'appelez intérêt,
nostalgie, routine. Mais sous chacun de ces gestes se cache une machinerie invisible qui renforce ce que vous avez le plus de mal à briser, le lien qui vous maintient attaché à ce qui n'est plus là. Briser les habitudes qui alimentent la dépendance n'est pas une question de volonté héroïque ni d'un seul acte de bravoure. C'est une séquence de micro-décisions inconfortables, souvent invisibles aux autres, mais décisives pour vous. L'analyse commence par identifier les rituels automatiques qui soutiennent cette chaîne. Chaque fois que vous répétez une action associée à la personne dont vous essayez de vous détacher, vous renforcez la voie neuronale de l'habitude. Votre cerveau apprend à chercher du réconfort au même endroit, même en sachant que ce réconfort n'est que momentané et que le prix à payer est votre liberté émotionnelle. La dépendance ne se maintient pas seule. Vous la soutenez à travers des centaines de gestes qui semblent innocents, mais qui sont en réalité des paiements quotidiens à une dette qui ne se solde jamais. La stratégie stoïque exige de démonter ces habitudes avec précision. Observez l'impulsion avant d'agir, arrêtez la répétition et rediriger l'énergie vers quelque chose qui ne perpétue ni l'attente ni la nostalgie. Il ne s'agit pas de remplir le vide avec des distractions creuses, mais de canaliser l'attention vers des activités qui vous redonnent le contrôle sur votre propre bien-être. Chaque fois que vous choisissez consciemment de ne pas consulter le profil, de ne pas envoyer ce message, de ne pas alimenter la nostalgie, vous affaiblissez la structure mentale qui vous maintient prisonnier. La clé est de remplacer, pas seulement de résister. Changez de musique, cherchez de nouvelles routines, investissez du temps à construire des habitudes qui contribuent à votre reconstruction et non à votre enchaînement. L'attachement se dissout avec discipline, pas avec des discours motivationnels. Rappelez-vous ceci, ce que vous répétez vous définit. Si vous répétez la dépendance, vous devenez dépendant. Si vous répétez le choix, vous devenez libre. Le changement est inconfortable car il touche directement la racine de votre anxiété, mais c'est le seul véritable chemin vers l'autonomie émotionnelle. Chaque habitude brisée est une fissure dans la prison que vous avez vous-même construite. Choisissez ce que vous alimentez, car c'est là que va votre vie. Arrêtez de programmer votre journée pour revenir toujours au même point de départ. L'habitude ne vous protège pas, elle vous emprisonne. La liberté est une pratique quotidienne, pas un objectif lointain. 8. Accepte la réalité sans embellissement. Je te confie quelque chose qui est même gênant à dire à voix haute. Accepter la réalité sans la décorer est l'un des exercices les plus difficiles et douloureux qui existent. Je ne parle pas de se résigner, ni de se consoler avec des phrases de développement personnel, mais de regarder ce qui est vraiment devant toi quand tu restes seul, sans témoin et sans excuse. Il y a un moment précis, presque physique, où tu réalises que tu continues à regarder ton téléphone, non pas parce que tu attends une réponse, mais parce que tu ne supportes pas l'idée qu'elle ne viendra pas. Tu te retrouves à relire les mêmes vieux messages, non par nostalgie, mais parce que tu préfères ce vide connu, plutôt que d'affronter le silence brut de ce qui n'existe plus. Le corps le ressent. Le cœur s'accélère en voyant une notification qui n'est pas la sienne. La mâchoire se tend quand tu essaies de te convaincre que ça va, mais la vérité est autre. Personne ne t'apprend à supporter cet inconfort. Tu apprends seulement à la maquiller avec des distractions et de petits mensonges quotidiens. Visualise le moment où tu es tenté de réinterpréter l'histoire pour qu'elle fasse moins mal. Tu déplaces des objets dans la maison, tu changes les photos de place, mais chaque chose continue à occuper un espace qui ne lui correspond plus. Tu ouvres la fenêtre à la recherche d'air et tu ne trouves que le poids de l'habitude. Même les sons te dérangent, le tic-tac de l'horloge, la porte qui ne s'ouvre jamais, l'écho de ta propre respiration dans la chambre vide. Tout invite à embellir les faits, à inventer des raisons, à penser que peut-être il y a un retour en arrière. Mais la réalité est implacable. Si quelqu'un n'est plus là, il ne reste qu'à accepter le vide exact qu'il laisse. Il n'y a pas de raccourci. Il n'y a pas de véritable réconfort à continuer à justifier l'injustifiable. Accepter la réalité sans embellissement signifie cesser de négocier avec les faits.
Tu ne adoucis pas l'absence, tu ne sucreras pas le rejet, tu ne mets pas de filtre d'espoir sur ce qui est simplement terminé. Le stoïcisme le dit sans détour. Ce qui dépend de toi, c'est comment tu réagis, pas ce qui se passe. La scène est là, aussi nette que froide. Ton choix est de la voir sans l'éditer. Le courage est de supporter cette vision sans chercher refuge dans des fantasmes. Douloureux, oui, mais aussi libérateur. La vérité n'a pas besoin d'explication. La vérité réclame seulement d'être vue telle qu'elle est. Cet entraînement est brutal, justement parce qu'il t'oblige à laisser tomber tous les masques que tu as utilisés pour survivre. Ce n'est que lorsque tu cesses de te mentir, ne serait-ce qu'une minute, que le véritable changement commence. La réalité, sans embellissement, est le seul sol ferme sur lequel tu peux te reconstruire. Tout le reste n'est qu'une pause dans la chute. La vie ne se négocie pas avec des illusions. Regarde ce qu'il y a, pas ce que tu souhaites voir. C'est la porte de sortie. La vérité sans filtre fait mal, mais c'est la seule qui te rend ta dignité. 9. Donne sans te perdre dans l'autre. Remettre ton énergie à quelqu'un sans tracer de frontières, c'est comme vider un compte bancaire que tu ne vérifies jamais. Convaincu que le solde est infini simplement parce que l'émotion du moment te fait croire cela. Tu laisses l'autre personne retirer ce qu'elle veut, attention, temps, faveur, présence, sans regarder le coût réel sur ta stabilité. Ce n'est pas de la générosité si tu termines épuisé. Ce n'est pas de l'amour si, en donnant, tu t'effaces au point de ne plus savoir où tu commences et où l'autre finit. Tu n'as pas de mérite à disparaître au nom de l'affection. Tu as peur de perdre la peu de valeur que tu t'es attribuée si tu cesses d'être utile ou nécessaire. Il y a un vieux piège ici. Tu crois que donner plus te rend plus digne, alors qu'en réalité, cela te rend juste plus invisible à toi-même. Personne ne te rendra ce que tu donnes sans conscience. On appelle cela l'épuisement, pas la connexion. L'attachement te vend l'idée qu'aimer, c'est fusionner, diluer tes limites, t'adapter à chaque besoin de l'autre jusqu'à oublier tes propres priorités. Mais cette remise sans mesure est un pur abandon déguisé en don. Donne oui, mais ne te trahis pas. Si en donnant tu commences à négocier ta dignité, ton temps ou ta santé, ce que tu remets cesse d'être un cadeau et devient une auto-élimination. Le stoïcisme ne te demanderait jamais de te sacrifier au nom d'un autre. Il exige que tu sois si clair avec toi-même que tu ne confondes pas générosité et auto-abandon. Tu es là pour partager, pas pour te dissoudre. Si tu as besoin de te perdre dans l'autre pour te sentir précieux, tu n'aimes pas, tu t'utilises comme monnaie d'échange. Il est facile de s'excuser en disant que c'est comme ça que tu es, que ta nature est de tout donner, que le véritable amour n'a pas de limite. Mensonge. C'est le récit confortable de celui qui craint de rester seul et préfère sacrifier sa paix plutôt que d'affronter le vertige de prendre soin de soi en premier. Ne te trompe pas. Personne ne respecte celui qui est toujours disponible, qui cède toujours, qui s'oublie toujours pour plaire. Le monde ne va pas te récompenser pour ta capacité à disparaître. L'auto-remise totale n'est pas une vertu, c'est une dépendance. Tu veux conserver la relation, mais tu te perds. Tu veux être indispensable et tu t'évanouis. Phrase emblématique. La générosité qui t'annule n'est qu'une autre forme de mendier. Cesse d'appeler amour ce qui est en réalité peur d'être irrélevant. Donne, mais ne te perds pas dans l'autre. Apprends à dire jusqu'ici, même si ta voix intérieure t'accuse d'égoïsme. Le véritable respect commence lorsque tu mets tes propres limites en avant, sans remords ni justification. Personne ne te rendra la dignité que tu abandonnes toi-même. Ne confonds pas remise et soumission. Ne te sauve pas en disparaissant. Si tu n'es pas capable de te soutenir en donnant, tu ne fais que perpétuer la chaîne de l'attachement. Le véritable amour commence lorsque tu es capable d'être, mais aussi de partir sans t'effondrer de l'intérieur. Donne, mais ne te perds pas. C'est cela le respect, pas l'orgueil. 10. Choisis la clarté plutôt que l'illusion.
L'illusion est addictive, mais la clarté est la seule chose qui libère. Personne ne t'apprend à préférer la vérité brute à la fantaisie confortable, car faire face à ce qui est, sans maquillage, fait plus mal que n'importe quelle caresse d'espoir. Tu as grandi en croyant que s'accrocher à ce qui est possible est un acte de foi, alors qu'en réalité, c'est juste la peur de ne plus avoir d'arguments pour continuer à espérer. L'esprit construit des labyrinthes pour éviter de traverser le désert de l'incertitude. Tu réinterprètes des signaux insignifiants, tu remplis les vides avec des promesses imaginaires et tu te convaincs que, si tu insistes suffisamment, la réalité va céder à tes désirs. Mais pendant que tu choisis le confort de l'illusion, tu te déconnectes de ta propre force. Tu repousses des décisions, tu nies l'évidence et tu perds l'opportunité de reconstruire ce qui dépend vraiment de toi. Chaque fois que tu cherches des excuses pour ne pas lâcher prise, tu paries contre ta propre paix. Le conflit intérieur est brutal. Une partie de toi sait parfaitement ce qu'elle doit faire, mais l'autre résiste, accrochée à l'illusion que les choses peuvent être différentes si tu fais un peu plus d'efforts, si tu justifies le silence, si tu interprètes l'indifférence comme un message codé. Ce n'est pas l'amour qui te retient, c'est l'incapacité d'accepter que l'histoire est terminée et que ta valeur ne réside pas dans le fait d'essayer de revivre ce qui a déjà expiré. La clarté fait mal, car elle signifie renoncer à la fantaisie, perdre le prétexte pour continuer à retarder le deuil et assumer qu'aucune quantité de pensée obsessionnelle ne te ramènera ce que tu as perdu. L'illusion est un refuge, mais aussi une cellule. Plus tu l'alimentes, plus tu te fragilises. Le mécanisme est simple. Chaque fois que tu choisis l'illusion plutôt que la clarté, tu renforces l'habitude de ne pas te sentir complet sans l'autre. Tu préfères un mensonge réconfortant au vide honnête du détachement. Mais il n'y a pas de véritable avancée sans traverser ce vide. Accepter la vérité est un acte de respect envers toi-même, même si personne ne l'applaudit. La clarté n'apporte pas toujours un réconfort immédiat, mais elle apporte du pouvoir. Elle te redonne la faculté de décider depuis la réalité, pas depuis l'auto-tromperie. Ce n'est pas facile de regarder en face ce qui fait mal, mais c'est le seul chemin qui te permet de lâcher la dette émotionnelle et de commencer à construire une stabilité qui ne dépende de personne. La clarté est inconfortable, mais l'illusion te paralyse. Arrête de nourrir l'espoir qui ne sert qu'à retarder ta liberté. Choisis de voir ce qui est, pas ce que tu souhaites qu'il soit. L'honnêteté envers soi-même est le premier pas vers la véritable autonomie. Tu n'es pas faible en lâchant une fantaisie, tu es fort en osant regarder la réalité et continuer à avancer. La clarté dérange, mais l'illusion te maintient stagnant. Décide de quel